Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, vous avez le feu vert maintenant pour travailler. Donc, je suis Valérie Becquet, je suis professeure des universités et membre du laboratoire EMA. Et en fait, donc Jean-Philippe m'a demandé juste de faire un mot d'accueil. Donc ici, peut-être pour vous dire où vous êtes. Vous êtes dans un site universitaire de l'université CY, Cergy Paris Université, le site de la composante INSPE, dont l'Institut national supérieur professorat et de l'éducation. Et vous êtes également sur un site où sont les laboratoires de recherche, dont le laboratoire École Mutation Apprentissage, qui accueille effectivement ce colloque aujourd'hui. Voilà, donc c'est un plaisir que cette deuxième journée ait lieu dans notre université. C'est vrai que la question des engagements étudiants, moi je la connais bien puisque j'ai fait ma thèse sur cette question il y a maintenant 21 ans. Je suis allée boire un café après. Donc voilà, donc on s'était rencontrés à ce moment-là avec Jean-Philippe et puis avec Roby. Donc ça fait de nombreuses années et le temps est passé. Donc c'est toujours un plaisir de savoir que le germe est toujours présent, actif, publie des ouvrages et continue à animer ces recherches sur les questions d'engagement des étudiants pour la simple et bonne raison que c'est pas un objet très toujours travaillé et en même temps il y a beaucoup de choses à dire puisqu'il y a beaucoup d'attentes sociales aujourd'hui et politiques à l'égard des engagements juvéniles en général, qu'ils soient étudiants ou pas. Et il y a toujours aussi beaucoup de commentaires sur les modalités d'engagement des jeunes. Donc je pense que voilà, c'est un travail qui est absolument nécessaire. C'est aussi tout le travail qu'ils font sur les archives, puisque maintenant, en plus, avec toute la digitalisation, finalement, beaucoup de choses se perdent et vont se perdre. Donc, voilà, je trouve que leur travail est indispensable. C'est un travail de fourmi qui est indispensable. Alors, je vais vous souhaiter un bon colloque. Je sais très bien qu'il y aura des échanges intéressants, vous qui êtes tous passionnés par ces questions. Je reviendrai cet après-midi pour discuter avec Julie Testi, que nous allons accueillir en post-doctorat à EMA, sur venir discuter une table ronde, voilà, le numéro 7, la session numéro 7. Voilà, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander, mais je crois qu'avec tous les branchements que vous avez fait maintenant, vous êtes parés pour travailler. Voilà, donc à tout à l'heure et bonne session matinale. Merci. On peut applaudir. Alors, je commence tout de suite alors. Je crois qu'on va commencer tout de suite alors. Et puis j'essaie d'occuper la caméra. Ouais, je veux bien un coup de main. C'est celui-ci, j'ai l'impression, non? Oui, il est. Si, pour laquelle c'est celui-là. Ok. Donc, normalement, l'écran est parti. Ah, c'est pas celui-là alors. Non, c'est tout bon, c'est bon, vous pouvez partager. Donc, je peux partager. Oui, donc c'est bien. Non, mais c'est bon, c'est là. C'est bien affiché. C'est votre écran qui s'affiche. Ouais. C'est ce qu'il y a là. Voilà. C'est ce qu'il y a là. Mais là, pas de souci, ça arrive. Oui, mais il faut que je partage l'écran. Je ne vais pas partager l'écran. Ah, d'accord. Ah, je comprends ce que vous me dites. Excusez-moi. Ça y est. C'est parfait alors. Donc, c'est ça qu'on voit. Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi pour ces quelques... Comment je fais? J'ai l'impression que c'est visible comme ça. Okay, je ne sais pas trop ce qu'on voit sur Zoom, mais j'ai l'impression que mes diapositives occupent déjà une grande partie de l'écran. Excusez-nous, on ne voit pas votre écran. Ah, on voit votre tête 3 fois, mais okay. on voit rien des écrans. Alors, c'est bien ce qui me semblait. Ah, hop. Donc, partager l'écran. Et il faut que je partage cet écran. Et là, je crois que c'est bon. Merci pour votre validation. Ça marche. Ah oui, donc du coup, je vois qu'il y a plusieurs caméras aussi. Donc, je suis Philippe Boud et je fais cette présentation avec mes collègues
Cyprien Tassé et Lynn Rondard. Donc, nous sommes de différents établissements. Cyprien et moi, nous sommes enseignants-chercheurs à VET-AgroSup pour Cyprien et moi-même à l'Institut Agro Rennes-Angers. Et Lynn Rondard est étudiante à l'Institut Agro Rennes-Angers. On vous propose pour cette journée, pour cette intervention, de discuter des résultats d'une enquête qu'on a menée et qu'on a intitulée « Ingénieurs en quelle transition ?» et qui cible les ingénieurs agro. Donc ça s'appelle résultat de l'enquête, ingénieur en quelle transition. C'est pas encore très problématisé. On est aussi dans le traitement des données. Donc c'était l'occasion de mettre à plat ces données, de donner quelques pistes de problématisation et de réfléchir avec vous et de bénéficier évidemment de votre appui pour un échange constructif. Donc on va, comme je vous l'ai dit, c'est une étude auprès des ingénieurs agro, donc sur la question de la transition écologique, et qui a été co-construite avec des étudiants et des étudiantes, dont Lynn Rondard est ici une des représentantes. C'était quelque chose qui était important pour nous aussi d'impliquer les étudiants dans la co-construction de cette enquête, pour des raisons méthodologiques, mais aussi pour nous assurer qu'il y avait un réel échange entre cette dynamique de recherche et les dynamiques propres des étudiants. Et donc, je vais revenir sur ce contexte et puis on vous présentera les résultats relativement aux attitudes des étudiants et pas tellement ça va être moins la formation à la transition qu'on a ciblée, mais plutôt, évidemment ici, la question de l'engagement. Donc, cette étude, elle s'inscrit dans un ensemble de marqueurs assez récents autour, évidemment, des mobilisations écologiques portées par les jeunes, puisqu'on s'intéresse à des jeunes étudiants, et autour de la question des transitions écologiques. Donc, on est tous, évidemment, au courant de ces différentes manifestations, à minima les marches pour les climats, avec les figures internationales que vous connaissez, ou des événements parfois pas plus discret, parce que Just Stop Oil a fait beaucoup parler de lui aussi, ce mouvement, ou Extinction Rebellion, etc. Et de manière peut-être plus spécifique, il y a des manifestes et des prises de parole d'ingénieurs et aussi d'ingénieurs agro, qui ne sont pas si récentes que ça. Il y a celle d'Ingénieurs sans frontières en 2014, portée par des ingénieurs agro qui demandent de prendre en charge davantage cette question de transition sociale et écologique. Il y a aussi tout un ensemble de prises de parole et de manifestes qui ont été repris, en tout cas dans l'ouvrage de Marine Miller en 2021, qui s'intitule « Révolte » et qui s'intéresse justement à lister et puis à montrer, à nous donner à voir ces prises de parole, donc lors de remise de diplôme notamment. Et puis, concernant les ingénieurs agro, on ne pouvait pas ne pas citer l'intervention aussi d'étudiants d'AgroParisTech en juin de cette année, qui ont introduit cette notion qui ont pas introduit, mais qui ont revendiqué davantage cette notion de bifurcation. C'est aussi un moment d'effervescence réformiste sur les transitions écologiques et l'enseignement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rapports ces dernières années qui sont parus, donc vous en avez quelques-uns à l'écran, et qui questionnent la manière dont l'enseignement, y compris l'enseignement supérieur, ou surtout l'enseignement supérieur, puisque c'est ça qui nous intéresse, prend en charge la question de la transition écologique et voilà, je ne sais pas lequel mettre en avant en particulier, peut-être le rapport Jouzel parce qu'il est plus institutionnel et qui montre, et qui est assez bien fait de mon point de vue et qui dit que notamment il faut dégager du temps pour les enseignants-chercheurs si on veut qu'ils s'approprient cette question davantage. Et je veux bien qu'on me donne plus de temps pour réfléchir à la place de la transition dans mes enseignements. Merci. Merci pour ce rapport. Et des nouvelles figures de l'expertise aussi qui interrogent le rapport, notre rapport à la science ou la place de la science, la place donnée à la science dans les revendications sur les transitions écologiques, avec quelques noms que j'ai nommés ici, et qui ont chacun un rôle bien particulier entre Jean Covici et le Shift Project et les interventions de plus en plus fréquentes et bienvenues de Valérie Masson-Delmotte. Évidemment,
Évidemment, il y a aussi des cadrages plus classiques et plus relativement à l'état de l'art, à la bibliographique. Donc, cette étude, elle s'inscrit dans une problématique, dans un ensemble de problématiques générales sur l'engagement étudiant. Alors, c'est pas une thématique à laquelle moi je suis familier. Enfin, on y reviendra, mais évidemment, on voit que c'est très important et vous êtes nombreux ici à porter et à alimenter ces discussions. Sur le sens du travail aussi et des choix professionnels. Je pense à des références, alors qui sont un peu datées, mais sur les bullshit jobs ou sur un bouquin de Crawford sur l'éloge du carburateur. Et puis sur des enjeux plus généraux sur comment nos sociétés s'approprient les questions de transition, climat, etc. Et dont Cyprien et moi sommes des représentants, il me semble. Et donc des problématiques ciblant les mobilisations et les ingénieurs face à leur transition, peut-être des problématiques plus spécifiques dans la deuxième partie de la diapo, avec des études sur les participants des marches sur le climat qui cherchent à caractériser les manifestants, leur justification, pourquoi ils viennent se mobiliser, qu'est-ce qui influence les leaders de ces manifestations, les liens aussi entre la publicisation de ces manifestations et des actions plus individuelles relatives à la sphère privée. L'analyse des cadres d'action aussi ou des contournements politiques que révèlent ces manifestations, c'est-à-dire quels sont les nouveaux référentiels, disent Pello et Brem en 2015. Ce sont je voudrais pas parler de nouveaux mouvements écologistes, mais si, sans doute. En tout cas, ils mobilisent différentes formes d'action, différents projets, notamment, c'est ce que soulignent ces auteurs, autour de l'action directe. Ou aussi des contournements politiques, et on pourra y revenir avec notre discutante Sarah Picard. Le rapport à la science et au futur chez les militants, ça nous intéresse particulièrement puisque ces ingénieurs agro ou les ingénieurs en général sont les représentants de cette science, de cette expertise. Et j'ai été surpris de voir dans les études que je cite ici, enfin nous avons été surpris de voir que la science occupe une place prépondérante relativement aux attentes des manifestants, c'est-à-dire les acteurs scientifiques sont des acteurs de confiance, mais sont aussi attendus dans le futur pour accompagner ces mouvements, pour accompagner les transformations. Et évidemment, ça questionne aussi l'identité des ingénieurs, cette place donnée à la science et à l'expertise, ainsi qu'à leur formation. Voici pour ces premiers éléments de cadrage. Je donne la parole normalement à mon collègue. Il faut qu'on change de place à chaque fois. Merci, Philippe. Là, comment est-ce qu'on navigue? Ah oui, voilà. Je reviens juste un tout petit peu en haut. Ce qu'on présente, donc, c'est un questionnaire qui a été administré auprès d'ingénieurs agro par des ingénieurs agro, voilà, dont Lynn est une représentante. Donc, un travail co-construit avec les étudiants. Et qui va soulever des questions sur le rôle et la portée d'une matrice protestataire qui serait portée non plus par les SHS comme plus traditionnellement dans les mouvements étudiants, mais par les sciences du vivant. Alors, sur le plan méthodologique, donc, on peut distinguer deux idéotypes de ce que serait la passation d'un questionnaire en milieu scolaire. Un idéal type de la pétition. On a une autosélection de volontaires qui cherchent à peser sur le thème en question. C'est un idéal type qui a l'inconvénient des questionnaires à diffusion libre, c'est-à-dire le risque de tautologie et d'homogénéisation illusoire, où on va avoir des répondants qui vont répondre avec enthousiasme sur la base de leur appétence pour la question posée, en laissant les autres moins intéressés dans un angle mort. Le deuxième idéal type serait celui de la photo de classe, où on aurait une administration du questionnaire qui serait organisée par les établissements d'une façon coercitive et disciplinaire. Ça permet de tendre vers un échantillonnage au 1 sur 1 et on va dire de rendre compte de toute l'hétérogénéité des positions des étudiants sur le sujet en question, mais ça nécessite d'enrôler les directions, ce qui est compliqué. Alors, on était parti dans ce projet étudiant donc qu'on supervisait avec Philippe sur le modèle de la photo de classe, en essayant de réserver des créneaux en amphithéâtre pour les premières années des écoles d'ingénieurs agronomes. On y est presque parvenu dans certains établissements. Vatagrosup, on a eu près de 80% des répondants en première année.
On s'en est un peu approché à l'Institut Agro Rennes-Angers et ailleurs, ça a été beaucoup plus difficile. Les directions ont été frileuses, notamment suite à la vidéo des déserteurs d'AgroParisTech. Et on s'est replié sur une circulation pétitionnaire du questionnaire en passant par les associations étudiantes environnementales de chaque école, donc pas exclusivement les premières années, hein, des étudiants de deuxième année, troisième, voire de césure ont répondu également. Ce qui nous a permis d'avoir un assez gros succès en termes de nombre de réponses. On a 1157 répondants, mais notre échantillon procède d'une superposition de modes d'administration différents. Donc, on va être entre la mesure, d'une part, de l'hétérogénéité intra- et inter-école en matière d'appétence pour l'écologie, et d'autre part, la mesure du volume des étudiants agronomes souhaitant exprimer une demande d'écologie. Donc, le questionnaire dont on va vous présenter dont Lynn va vous présenter les résultats est dans un entre-deux méthodologique. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les résultats qui concernent les 3 regards qu'on a identifiés des étudiants agro face à la transition écologique. Pour identifier ces 3 regards, on a fait une ACM et une classification des résultats du questionnaire. Et donc, on a trouvé 3 groupes relativement cohérents. Le premier, avec une très grande majorité des répondants, 72% de l'échantillon, qui voit la transition en rupture avec l'ordre existant. On pourrait parler d'étudiants engagés. Le second groupe, qui représente 24% de l'échantillon, qui voit plutôt la transition comme un horizon nécessaire. Donc, on a des étudiants réformistes ou sensibilisés, mais beaucoup moins engagés que les premiers. Et enfin, le troisième groupe, qui voit la transition comme imposée, des étudiants plutôt réticents et qui représentent uniquement 4% de l'échantillon. Malgré tout, comme on vient de le dire, ces proportions ne représentent pas forcément la population des ingénieurs agro en général, comme nos moyens de diffusion n'étaient pas forcément représentatifs. Donc là, on peut voir à droite la répartition des individus sur l'ACM. Et on remarque un effet Gutmann de la répartition de ces individus, c'est-à-dire que le premier axe horizontal les répartit en fonction de leur vision de la transition, et le second les répartit en fonction de leur réponse plutôt extrême ou plutôt moyenne. C'est-à-dire que les étudiants qui se situent en haut répondent plutôt complètement d'accord, pas du tout d'accord aux questions, alors que les étudiants qui sont en bas répondent plutôt d'accord ou pas vraiment d'accord, des réponses plus moyennes. On remarque également que le groupe 1 est très, très homogène et le groupe 2 assez homogène aussi, contrairement au groupe 3, qui lui a beaucoup plus d'hétérogénéité. Alors, en ce qui concerne les tendances de fond qu'on observe, les étudiants sont quasiment unanimes quant à la nécessité de changements profonds pour limiter l'aggravation des dommages écologiques. Ils sont 99% à être d'accord avec cette proposition. Et le peu d'étudiants qui ne sont pas d'accord proviennent majoritairement du groupe 3 des réfractaires. D'autre part, les étudiants sont en très grande majorité également inquiets pour leur avenir à 93% et envisagent un effondrement possible de notre société à 89%. De la même manière, on observe une surreprésentation des étudiants qui ne sont pas d'accord avec ces 2 propositions dans le groupe 3. En ce qui concerne les sujets qui divisent davantage les répondants, on a plus d'un tiers des répondants qui pensent que la croissance économique est compatible avec la transition écologique. Et cette fois-ci, ils sont 61% à faire partie du groupe 3, 44% à faire partie du groupe 2 et 33% du groupe 1. Donc, y compris dans le groupe des très engagés, on a cette position qui ressort. Et d'autre part, la moitié des répondants estiment que les innovations permettront que la Terre reste vivable. Là, on voit très bien que cette question sépare notre échantillon en 2. En ce qui concerne les caractéristiques de ces 3 groupes identifiés, le genre permet de différencier ces 3 groupes. On observe une surreprésentation des étudiantes dans le groupe des plus engagés.
Et elles sont 76% du groupe 1, alors que dans la population générale, elles représentent 71% de l'échantillon. Et au contraire, dans le groupe 3, une large surreprésentation des hommes, avec 53%, donc une majorité des répondants hommes dans le groupe 3. D'autre part, les tendances politiques aussi permettent de différencier ces groupes. Les étudiants du groupe 1 sont beaucoup plus à gauche, voire d'extrême gauche, à 58%, alors que le groupe 3, beaucoup plus d'étudiants qui se positionnent à droite, 30% d'entre eux. On observe aussi que le groupe 2, pour le coup, est beaucoup moins politisé. Beaucoup d'entre eux répondent à la question de quel bord politique t'identifies-tu le plus ? Aucun. On observe aussi que le groupe des étudiants les plus réfractaires sont davantage liés au monde rural. Plus de la moitié des étudiants ont grandi en milieu rural et 42% d'entre eux ont au moins un exploitant agricole dans leur famille proche, ce qui les différencie largement du groupe 1. D'autre part, les caractéristiques économiques étaient moins flagrantes. On observe malgré tout qu'il y a davantage d'étudiants du groupe 1 qui ont des parents cadres ou professions intellectuelles, mais la différence est assez faible. Et on observe aussi moins d'étudiants du groupe 3 qui sont boursiers. Mais là, il faudrait rentrer un peu plus dans les détails pour analyser ces données-là. Et enfin, les parcours scolaires permettent aussi de différencier les étudiants quant à leur engagement. Le groupe 1 est plus nombreux à venir de classes préparatoires et les spécialités choisies sont assez décisives. Les étudiants du groupe les plus réfractaires choisissent plutôt des spécialités de production animale, production végétale ou paysage et urbanisme. Les étudiants du groupe 2 choisissent plutôt des spécialités agroalimentaires et du groupe 1, en très très grande majorité, environnement, écologie et sciences humaines et sociales. On a posé des questions sur la manière dont les étudiants s'informaient sur ces enjeux. Et on a trouvé que la majorité d'entre eux utilisaient leurs cours pour s'informer sur ces sujets. Mais on observe aussi que dans le groupe 1, 46% des étudiants utilisent des médias spécialisés, ce qui les différencie également des autres groupes. On a également demandé aux étudiants de citer quelques sources d'information. Et il y en a 4 qui ressortent avec plus de 100 répondants qui les mentionnent spontanément, qui sont du côté des réseaux sociaux, la chaîne de Hugo Décrypte, du côté des médias traditionnels, Le Monde, des rapports scientifiques, le GIEC, et de personnalités importantes qui se positionnent sur le sujet, Hugo Clément. Donc ici, on peut voir la répartition des différents groupes identifiés avec les frontières marquantes de ces différents groupes pour résumer toute cette partie. Donc le groupe 1, plutôt politisé, d'extrême gauche et plutôt en fin de cursus. Et le groupe 3, plutôt politisé également, mais plutôt d'extrême droite ou de droite et plutôt masculin. En ce qui concerne leurs différents engagements, on a posé des questions sur d'abord leurs engagements individuels à travers leur mode de vie. Environ 3/4 des répondants disent avoir changé leur mode de vie en fonction de considérations écologiques. Mais un peu moins des 2/3 répondent que leur mode de vie est complètement ou plutôt éco-responsable d'après eux. Et la quasi-totalité des répondants souhaiteraient faire davantage d'efforts sur ce sujet. Les freins qui ressortent le plus sont que c'est trop cher de changer ses modes de vie, ça prendrait trop de temps et qu'ils ne trouvent pas d'alternative. En ce qui concerne les engagements collectifs à travers les associations, seul 1/4 des répondants sont engagés dans au moins une association ou organisation environnementale. Y compris dans le groupe 1, seuls 28% d'entre eux sont engagés dans une association. Les associations citées étaient à la fois des associations de campus, des associations nationales comme WWF, Extinction Rébellion, des associations plus locales ou des organisations naturalistes. Et les freins qui reviennent également sont le manque de temps,
mais également que certains d'entre eux ne souhaitent pas du tout s'engager, en fait. Enfin, en ce qui concerne leur choix professionnel, c'est aussi un moyen pour les étudiants ingénieurs agronomes de s'engager. Les étudiants se sentent presque tous concernés par la notion de transition écologique à 97%, et ils pensent que l'ingénieur agronome a un rôle important à jouer dans cette transition. Et donc, certains d'entre eux choisissent, pour 80%, de prendre l'impact environnemental d'une entreprise ou d'une organisation comme un critère dans leur recherche d'emploi. Et là, on retrouve une grande différence entre les groupes de répondants. Le groupe 1 choisit ce critère à 89%, contrairement au groupe 3 qui le choisit seulement à 44%. Alors, à mon tour pour la conclusion. Donc, pour conclure très rapidement sur ce qu'on peut tirer de ce questionnaire, on dirait qu'on fait ressortir une tendance très majoritaire dans les réponses d'étudiants qui se disent sensibilisés ou engagés dans la transition, ce qui, je pense, peut être à nuancer à la fois par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les modalités de recrutement des répondants, aussi peut-être sur l'ambiguïté du terme de transition lui-même. Les réponses reflètent également un engagement via des comportements individuels ou des choix professionnels qui se différencient des mouvements étudiants traditionnels, malgré le poids des réseaux, des organisations étudiantes chez les étudiants agro, ingé, et qui restent relativement quand même peu publicisés, tournés plutôt vers la sphère individuelle, le choix personnel, que vers l'effort pour peser dans un rapport de force collectif et institutionnel. C'est contrebalancé par un attrait fort chez nos répondants pour les enjeux d'information sur les transitions, qui est en continuité de leurs connaissances acquises par voie scolaire en sciences de la vie et de la matière, mais qui ne s'y limite pas, parce qu'on voit qu'il y a une tendance à chercher des informations plus généralistes chez beaucoup de répondants. Ces étudiants n'expriment pas aussi une disponibilité professionnelle inconditionnelle. Au contraire, ils conditionnent leur disponibilité professionnelle à on va dire une réponse qui leur semblerait convaincante aux enjeux écologiques et demandent plus d'informations sur les métiers pertinents à l'avenir, questionnent leur spécificité d'ingénieur tout en reconnaissant, tout en restant, on va dire, appuyés sur l'importance donnée à la science et à l'expertise qui est évidemment au cœur de leurs identités. Donc, pour ouvrir un peu la discussion avec les davantage spécialistes des mobilisations étudiantes que vous êtes, on pourrait se poser la question, est-ce que ce sur quoi on ouvre une petite fenêtre parmi d'autres permet d'affirmer l'émergence des étudiants ingénieurs comme acteurs d'une forme originale de protestation étudiante ces dernières années, à dominante écologiste. Et enfin, on peut s'interroger plus longuement sur la portée, mais aussi les limites d'une protestation scientiste, assise sur les références à la science, mise en avant par ces étudiants engagés eux-mêmes. Voilà. Et nos remerciements et des éléments de biblio. On enchaîne sur Erwan directement. Allez. J'ai pas de PDF, moi, donc ok. Ça sera pas très grave. On peut revenir à la page de garde de la journée. Alors. Ou ouais, je laisse. Okay. Effectivement. Je te laisse faire. Je te laisse commencer et je lire l'écran. Ok. Alors, du coup, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Erwan Franchon. Je suis tout juste diplômé d'un Master 2 dans le parcours études environnementales de l'EHESS. Donc, ça fait 2 ans que je travaille sur les questions écologiques dans les grandes écoles. J'ai fait un premier mémoire de M1 qui s'est ancré autour de Polytechnique et des problématiques de l'implantation de Total au sein du campus. Et j'ai fait un second mémoire de M2 sur un collectif étudiant
qui regroupe plusieurs étudiants de différentes écoles, d'ingénieurs, de commerce, mais d'IEP aussi, qui sont investis sur les enjeux écologiques. Et donc, dans la communication d'aujourd'hui, je vais essayer de revenir sur les dispositions sociales à l'engagement écologique dans le champ des grandes écoles, en s'intéressant plus particulièrement à la frange réformiste, on pourrait dire, de ces étudiants engagés. Je vais passer un peu plus rapidement sur mon introduction parce qu'elle ressemble beaucoup à celle de Cyprien, Philippe et Lynn. Juste peut-être pour citer d'autres mobilisations qui ont cours dans ces écoles. Donc, comme j'ai dit, il y a eu l'implantation contre la lutte contre l'implantation d'un bâtiment de Total à Polytechnique, qui est reprise récemment contre l'implantation de LVMH sur le campus. À HEC, voilà, il y a eu la lettre pour un dîner engagé. À AgroParisTech, on a eu aussi une forte mobilisation autour de la vente du campus de Grignon. Donc voilà, plus récemment, on a eu... Excusez-nous, est-ce qu'il y a un PowerPoint parce qu'on ne voit pas? Comment? Est-ce qu'il y a un PowerPoint parce qu'on ne voit pas? Ah non, j'ai pas de Ok, c'est PowerPoint. parfait. C'est parfait alors. Ok, Excusez-moi. merci. Non, pas de problème. Oui, donc en fait, on a aussi des prises de parole au moment des remises de diplômes, et on a certaines qui remontent, enfin qui sont beaucoup plus anciennes d'ailleurs, comme à Centrale Nantes en 2018, je crois. Donc voilà, l'enjeu pour nous, enfin en tout cas dans cette communication, ça va être d'essayer d'appréhender les conditions et les modalités de ces engagements étudiants. Donc, pour ce faire, on va essayer d'explorer les dispositions à l'engagement écologique dans ces établissements qui forment les futurs cadres, ingénieurs, chefs d'entreprise ou hauts fonctionnaires, en s'appuyant donc sur les 2 enquêtes que j'ai réalisées à Polytechnique et avec un collectif étudiant qui regroupe environ une trentaine d'étudiants. Pour revenir un peu sur la méthodologie, la première enquête a été réalisée sur l'année scolaire 2020-2021. Donc à Polytechnique, et c'est basé principalement sur un peu plus d'une dizaine d'entretiens semi-directifs avec des étudiants et sur quelques observations ethnographiques qui ont été rendues un peu... Enfin, ça a été quand même un peu compliqué puisque c'était l'année tout juste post-Covid et il y avait beaucoup de choses qui se faisaient en distanciel, même dans les réunions entre étudiants pour organiser la lutte contre l'implantation de Total, par exemple. Et donc, en tout, avec l'enquête de cette année, c'est un peu plus d'une vingtaine d'entretiens qui ont été réalisés avec ces étudiants et qui reviennent, où je me suis intéressé très particulièrement à leur trajectoire sociale et en revenant sur leur expérience vécue de l'engagement pendant leur scolarité dans les études supérieures. Donc, la communication était initialement prévue en 3 parties. Je pense que je vais avoir le temps d'en faire que 2, mais je reviendrai très rapidement sur la 3e. Mais du coup, la première s'attache vraiment à une description des dispositions à l'engagement écologique, sous cette forme réformiste ou institutionnalisée. La seconde partie s'arrête plus particulièrement sur le cas de l'association de développement durable à l'IX pour essayer de s'intéresser aux modalités de l'engagement étudiant et aux contraintes que le cadre scolaire fait peser sur le répertoire d'action étudiant. Et la 3e partie devait aborder donc le cas d'un collectif interécole qui s'est constitué en partie pour contrer un peu ces contraintes induites par le cadre scolaire. Donc voilà. Donc, pour traiter des dispositions à l'engagement écologique sous une forme institutionnalisée, il convient de revenir sur les origines sociales et les socialisations politiques des enquêtés. Donc, on voit que les parents de ces étudiants s'ancrent principalement entre les cadres, les professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires. En s'intéressant aux origines géographiques des protagonistes, on observe également que la plupart des enquêtés ont grandi dans des zones périurbaines, souvent dans des maisons avec jardin, en banlieue proche de grandes villes comme Nice, Grenoble, Lyon, Nantes ou Angers. Mais ils sont peu à avoir grandi à Paris. Donc, ces ancrages résidentiels sont d'autant plus intéressants que c'est dans les grandes écoles les plus sélectives que le taux d'étudiants ayant passé le baccalauréat à Paris est le plus élevé.
Pour la plupart d'entre eux, la vie urbaine et souvent parisienne commence avec l'entrée dans les études supérieures. Donc, on a des déplacements résidentiels au final qui sont davantage caractéristiques d'une petite bourgeoisie en ascension plutôt que d'héritiers à proprement parler. C'est assez marrant de voir marquant de voir que dans l'échantillon, peu de parents sont passés par les écoles de leurs enfants. Alors, s'il existe certains parents qui ont fait des études d'ingénieur, par exemple, ils sont souvent passés par des écoles moins reconnues. Et on a du coup des mobilités sociales ascendantes, plus ou moins marquées, chez presque tous les enquêtés, mais donc avec des différences de degré en fonction des écoles. Voilà, on voit par exemple que ces mobilités sont beaucoup moins marquées chez les étudiants de l'IX que voilà, chez les étudiants des écoles un peu moins prestigieuses. Donc, sur cet échantillon, il y a aussi de grosses similitudes qui ressortent sur les socialisations politiques des enquêtés, en sortant de la simple question de la transmission des préférences électorales. On vient de s'intéresser un peu à la pluralité des instances de socialisation et au rôle qu'elles jouent dans l'engagement des enquêtés. Donc, on voit que tous les parents suivent l'actualité politique de manière assez assidue, principalement par l'intermédiaire de la presse écrite ou des journaux télévisés, enfin des médias mainstream. Par ailleurs, on voit que tous les parents se rendent systématiquement aux urnes pour participer à toutes les élections. Du coup, on voit que dans le cercle familial, il y a un fort rapport légitimiste aux pratiques politiques dominantes. Et à l'inverse, on voit aussi que tous les enquêtés ont grandi à l'écart des formes partisanes de militantisme. Leurs parents ne se rendent en fait jamais en manifestation et expriment un rejet assez marqué des conflictualités politiques. La plupart des parents n'ont pas d'engagement significatif, si ce n'est au sein d'associations sportives ou d'associations de parents d'élèves. Quand on interroge les enquêtés sur le positionnement politique de leurs parents, ils s'ancrent plutôt entre le centre-gauche et la gauche et le centre-droit plutôt. Principalement voilà, entre En Marche et Europe Écologie Les Verts. Par ailleurs, quand on s'intéresse à l'ancrage politique des enquêtés eux-mêmes, on voit que celui-ci apparaît beaucoup plus nettement à gauche, puisque par exemple pour les dernières élections présidentielles, tous ces étudiants ont voté soit pour le candidat de la France Insoumise, soit pour le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Donc orienté politiquement à gauche, avec une forte estime du cadre institutionnel dans lequel se déroule le jeu politique professionnel et une mise à distance des instances de contestation plus radicales, les socialisations politiques des enquêtés semblent favoriser la construction d'un rapport plutôt pondéré à l'ordre établi, et je fais référence notamment aux travaux de Jean-Baptiste Comby. Maintenant, il convient de s'intéresser à la place qu'occupent les enquêtés dans l'espace des positionnements étudiants au sein de leurs établissements. Les petites mobilités sociales ascendantes que nous venons d'évoquer se traduisent également dans le rapport des enquêtés à la culture dominante de leurs établissements, qui met en évidence une inscription bourgeoise souvent un peu décalée. C'est lorsqu'ils évoquent leur intégration en fait dans ces écoles que le décalage se perçoit le mieux. On voit que les manières de boire et de faire la fête, par exemple, sont plutôt mises à distance par les enquêtés sans pour autant être totalement rejetées. Tous participent aux événements de la vie étudiante comme les week-ends d'intégration ou les soirées organisées par les associations, mais ils se montrent également assez critiques en fait envers ces activités festives et ils ne participent pas à toutes ces activités non plus. Ensuite, il faut s'intéresser à la place de ces étudiants dans le jeu associatif de leurs écoles. Donc, largement valorisés par les différentes administrations, les aspects extrascolaires de la vie étudiante sont ainsi particulièrement pertinents pour appréhender le degré d'intégration des étudiants à la culture dominante des établissements. Dans les associations les plus sélectives, le recrutement est basé sur des systèmes de cooptation en fonction des ressources sociales, et le jeu associatif contribue à la hiérarchisation des élèves entre ceux ayant accès aux associations les plus valorisées et valorisantes comme le bureau des élèves et la junior entreprise par exemple, et ceux investis dans des associations un peu moins centrales de la vie étudiante comme l'association musicale ou l'association humanitaire. Donc ça fait référence aussi aux travaux, à la thèse d'Adrien Delespierre par exemple, qui décrit assez bien ça.
Donc, on voit que les enquêtés jouent le jeu associatif qui est proposé dans leurs établissements, mais ils se retrouvent principalement dans des associations ou des postes liés au développement durable, qui sont souvent des associations du coup non sélectives, car moins populaires auprès des étudiants. Donc, on voit que c'est des étudiants qui sont bien intégrés à la vie étudiante, mais voilà, souvent dans des rôles un peu secondaires. Et cette forme de distanciation en demi-teinte apparaît également dans le rapport des enquêtés aux enseignements. Les cours sont souvent critiqués pour leur contenu parfois peu scolaire. Il est intéressant de noter que le cursus suivi pendant ces années ne sont rarement les cursus, ne sont pas les cursus les plus valorisés et valorisables. Voilà, beaucoup choisissent par exemple de suivre des cours ou des parcours récemment créés en lien avec le développement durable ou la RSE et qui font pas partie du coup des cursus historiquement les plus prestigieux. Donc, en jouant le jeu qui s'impose dans leurs écoles respectives, mais avec moins d'ardeur que les héritiers, les étudiants qui investissent les formes institutionnalisées de l'engagement écologique s'inscrivent dans une forme de marginalité intégrée, pour reprendre les termes d'Yves-Marie Abraham, vis-à-vis de la culture dominante de leurs établissements. Donc, Yves-Marie Abraham notait déjà que cette trajectoire qui oscille entre intégration et distanciation, là je le cite, prédispose ses élèves à envisager des carrières qui ne se situeront pas au cœur du monde des affaires. On les retrouvera par exemple dans le management culturel plutôt que la finance ou l'audit, dans le conseil plutôt qu'à des postes de gestionnaire, dans des entreprises publiques et des ministères, plutôt que dans des entreprises privées. Donc, ces orientations professionnelles à l'écart du secteur privé sont très marquées chez les enquêtés qui utilisent systématiquement des justifications écologiques pour justifier ces choix. L'un des meilleurs exemples de cette tendance reste celui du Manifeste pour un réveil écologique qui exprime publiquement la volonté de ses élèves, de tous les signataires, il y en a un peu plus de 30 000, de se détourner des entreprises jugées non vertueuses. Donc, pour en revenir aux enquêtés, ces orientations professionnelles s'inscrivent également à la suite de moments de prise de conscience, suite à des lectures parfois proches des milieux effondristes ou parfois plus proches du pôle modéré de la critique ingénieure, pour reprendre les termes d'Antoine Bouzin, qui est notamment incarné par Jean-Marc Jancovici ou Philippe Biwix. Il est intéressant aussi de noter qu'à l'exception des personnes ayant suivi des prépas BL qui sont plus axées sur les sciences sociales, l'institution scolaire n'est jamais décrite comme une instance sensibilisatrice. Pour en revenir au récit des enquêtés, ils insistent régulièrement sur la place quasi nulle qu'occupaient les enjeux écologiques dans leur cercle familial. Et pour expliquer leur passage à l'engagement, ils expriment souvent l'idée d'un moment de prise de conscience, parfois assez précis, et avec une narration qui met en avant l'idée d'un choix individuel de changement de comportement. Donc, ce sont des récits de la rupture qui tendent à invisibiliser quand même toute forme de continuité. Parce que pourtant, on retrouve chez plusieurs enquêtés, plusieurs enquêtés évoquent une mise à distance des carrières traditionnelles qui est en fait antérieure au début de leur scolarité et même souvent à leur prise de conscience écologique. Souvent bons élèves dans le primaire et le secondaire, ils s'orientent quasi exclusivement vers la filière S au lycée, puis vers les classes préparatoires, avant d'intégrer une école de commerce ou d'ingénieur. Et à l'inverse des ingénieurs interrogés par Antoine Bouzin, on voit que ces parcours scolaires sont décrits comme relevant de choix par défaut et souvent détachés de tout affect pour les métiers de l'ingénierie, du commerce ou de la gestion. En évoquant leur avenir, plusieurs d'entre eux évoquent d'ores et déjà la possibilité d'une vie professionnelle segmentée en deux phases, avec une première partie généralement orientée vers les pouvoirs publics, la politique ou la haute fonction publique, et une seconde plus tournée vers les ONG ou même parfois vers des modes de vie alternatifs à la campagne ou dans des écolieux. Donc, loin d'une prise de conscience soudaine, on voit que la mise à distance des entreprises jugées non vertueuses s'inscrit en réalité dans une forme de continuité d'ambitions professionnelles qui sont antérieures et qui est permise par des dispositions et un contexte favorable. Aussi, il faut noter que l'investissement dans ce type d'association de développement durable très institutionnalisée, soit au sein du campus, soit à une échelle inter-école, permet aux étudiants de recueillir des rétributions qui sont particulièrement utiles pour ces carrières vers l'administration publique et le monde des ONG. Ce sont par exemple des engagements qui sont générateurs de capital social
j'ai l'exemple d'un enquêté, par exemple, qui, en période de Covid, a trouvé tout de suite un stage au ministère de la Transition écologique, alors que ses amis, dans le même cursus, ont ont eu beaucoup plus de mal que lui à trouver un stage. Lui, il a eu juste à déposer 2 CV et il a été pris aux 2. Donc, pour résumer, du côté des formes institutionnalisées de l'engagement écologique dans les grandes écoles, on retrouve des étudiants peu aguerris au mode d'action militant traditionnel, qui sont souvent intégrés de manière assez marginale à la culture dominante de leurs établissements, et avec des orientations professionnelles à l'écart du secteur privé. On voit qu'ils qui tirent également de leur engagement des ressources qui sont valorisables dans ces univers professionnels. Donc maintenant, il faut s'intéresser au rôle et au fonctionnement des associations de développement durable internes aux grandes écoles. Pour cela, on s'appuiera particulièrement sur l'étude du DDX à Polytechnique, donc à l'Association de développement durable de Polytechnique. Au sein de l'école, il y a plusieurs assos qui s'occupent des enjeux environnementaux, mais le DDX est la plus grosse. Elle a été relancée en 2015 par 3 étudiants dans le but de, je cite, mettre au cœur du campus et de la formation les enjeux du développement durable. Le nombre de membres du DDX a considérablement augmenté en seulement quelques années, pour en compter aujourd'hui une 50aine. Malgré cette évolution, le fonctionnement de l'association reste centré autour du bureau, composé de 3 membres, un président, un vice-président et un secrétaire général, qui sont tous en poste pour une durée de 1 an. Donc, si tout le monde est libre de rejoindre le DDX en tant que participant, même occasionnel, les membres du bureau sont, eux, désignés à l'issue d'une semaine de sélection par les membres du bureau de l'année précédente. Et en réponse au nombre croissant de personnes intéressées pour rejoindre le DDX, les personnes actuellement en charge de l'asso songent à renforcer le processus de sélection. Donc, la mise en phase progressive du processus de cooptation du bureau avec les pratiques des associations les plus reconnues à Polytechnique et l'intérêt croissant des élèves pour cet asso témoigne donc d'un repositionnement ascendant en cours du DDX qui gagne en popularité d'année en année. Cependant, si le binet DDX ne cesse de croître numériquement, l'investissement des étudiants peine à s'inscrire dans une durée d'une année complète, en fait, laissant ainsi la grande majorité du travail aux 3 membres du bureau. Très peu aidés par l'administration, les présidents de l'association qui ont été interrogés expliquent qu'il est très difficile de maintenir l'engagement dans la longue durée. La présidente de l'année dernière explique par exemple qu'ils étaient que c'était toujours les 5-6 mêmes personnes qui s'occupaient de l'organisation des événements et qui faisaient vivre l'asso, et que qu'une grande partie des autres membres ne répondaient même plus aux mails au bout de quelques mois. Donc, les descriptions incisives des membres les plus engagés au sujet de l'investissement des membres moins centraux de l'association invitent à relativiser l'idée d'une popularité croissante du DDX, qui témoigne moins d'un engagement croissant des polytechniciens sur les questions environnementales que de logique interne liée au repositionnement du DDX dans l'espace scolaire. Donc, cette dynamique est elle-même impulsée par le repositionnement de l'écologie dans le champ des grandes écoles, qui est initié à travers l'investissement des questions de RSE par un marché qui dicte les règles de consécration. Par ailleurs, lorsque les étudiants évoquent leurs années avec le DDX, ils mettent plutôt en avant le difficile travail de coordination entre les différents pôles, les charges administratives liées à l'organisation d'événements. Mais l'activité semble assez éloignée en fait, des préoccupations environnementales affichées par l'association, en se rapprochant bien plus d'une formation aux compétences administratives et gestionnaires. Les expériences des membres actifs du DDX exposent le rôle joué par les associations étudiantes au sein des grandes écoles dans l'incorporation d'un habitus managérial. Donc ça fait référence aussi aux travaux d'Yves-Marie Abraham encore. Maintenant, il faut se poser la question de comment on devient membre d'une association de développement durable, quel est le processus de sélection et quels sont les profils les plus valorisés ou les plus dévalorisés. Pour appréhender ce processus de sélection, la porte d'entrée la plus intéressante est de porter la focale sur les indésirables, c'est-à-dire sur ceux qui se sont investis, qui ont souhaité rejoindre le bureau, mais qui n'ont pas été choisis. Plusieurs enquêtés ont fait parfois à partir de leur propre expérience, de la mise à l'écart des profils les plus politisés.
Voilà, 2 exemples sont particulièrement marquants à cet égard. On a celui de Jules qui, pendant ses premiers mois sur le campus, s'investit à plein temps avec le DDX en participant à l'organisation de la semaine de développement durable, en s'occupant du forum, en écrivant des articles, en aidant à l'organisation d'un grand repas. Mais c'est quelqu'un qui a des sociabilités extérieures à l'école qui sont d'une manière un peu incongrue, qui l'amène d'une manière un peu incongrue à côtoyer des milieux beaucoup plus politisés. Voilà, il a par exemple participé aux manifestations de Gilets jaunes. Du coup, il a une politisation un peu plus radicale qui détonne au sein de l'association. Et ses prises de position ont finalement eu raison de lui et de son ambition d'occuper le poste de président de l'association. Voilà, plusieurs enquêtés m'ont confié que l'ancien président avait mis son veto pour l'empêcher d'accéder à cette fonction. Donc, au nom du caractère trop clivant de ses opinions et de ses prises de position politiques, Jules a été écarté totalement du bureau du DDX. Voilà, j'ai un autre exemple, j'en ai plusieurs, mais un autre exemple assez marquant de la présidente de l'année dernière qui m'explique elle-même avoir été choisie présidente en fait, mais à sa surprise, puisqu'il y avait un autre étudiant qui était beaucoup plus engagé sur les questions écologiques, qui avait été plusieurs fois dans des ZAD, et elle m'explique que tout le monde pensait qu'il allait devenir président et qu'au final, ils l'ont choisi elle et que lui se retrouvait vice-président. Donc voilà, ces 2 épisodes mettent en avant le contrôle des recrutements qui assure une mise en accord des membres du DDX avec la position que l'association occupe au sein du jeu associatif. Et ce procédé tend à défavoriser les individus les plus politisés qui sont cantonnés à des rôles secondaires et pousse l'association à adopter des pratiques et des prises de position correspondantes à celles des associations les plus valorisées. Il convient maintenant de s'intéresser au répertoire d'action, et ça sera ma dernière partie, qui est utilisé au sein de ces associations. Avec un processus de recrutement qui favorise donc des étudiants peu dotés en ressources militantes, le répertoire d'action de l'association s'oriente plus vers la vulgarisation pédagogique ou l'organisation d'événements à visée sensibilisatrice. L'un des rôles du DDX est de pousser l'institution de laquelle elle dépend à mieux intégrer les enjeux écologiques dans la formation et dans le cadre de vie qu'elle offre. L'association organise par exemple des conférences avec des intervenants universitaires, des politiques aussi ou des experts. Récemment, ils ont réussi à faire reconnaître ce cycle de conférences comme validable en fait, et ce cycle de conférences donne accès à un diplôme attestant d'une formation écologique. Donc l'asso se charge aussi de faire vivre en fait les questions écologiques au sein du campus, au point de passer parfois pour certains pour des lourds ou des moralisateurs. On voit aussi que si le DDX peut se permettre d'être relativement critique de temps en temps sur Polytechnique, elle doit cependant continuer d'afficher la volonté de collaborer avec l'école. L'association est trop dépendante en fait des ressources logistiques et financières de l'X pour disposer d'une autonomie sans limite. L'espace associatif de Polytechnique est donc contraignant pour le répertoire d'action des associations qui en font partie. Avec les logiques internes de mise à l'écart des profils les plus politisés, la dépendance administrative de l'association contribue ainsi à former un répertoire d'action centré sur des actions sensibilisatrices et pédagogiques, peu propice à une montée en généralité ou en conflictualité. Et aussi, on voit que Polytechnique semble tirer profit en fait, de l'investissement écologique de ses étudiants, puisqu'il permet à l'école de présenter son cadre comme propice au développement d'une bonne conscience écologique sans remettre en cause son fonctionnement, et cela malgré un engagement étudiant qui ne concerne qu'une minorité de personnes. Ainsi, on voit que pour les étudiants les plus investis et les plus militants sur les enjeux écologiques, l'engagement avec le DDX est souvent source de frustration et de déception, avec un travail éloigné des réflexions sur les enjeux écologiques, des étudiants assez peu investis et une administration qui ne fait que le strict minimum pour les soutenir. Donc finalement, ils sont beaucoup à évoquer les limites de la performativité du répertoire d'actions disponible au sein du cadre scolaire.
pour cela, donc pour ces étudiants assez engagés dans ces assos, l'engagement à d'autres échelles est souvent envisagé. Et c'est le cas d'un collectif étudiant qui devait être évoqué en troisième partie. Et donc, ce collectif a investi en fait un espace inter-école où les étudiants ne s'expriment plus au nom d'étudiants de telle école de politique, voilà, en s'exprimant non plus au nom de polytechniciens ou de centraliens. Ils peuvent se permettre, ils s'émancipent des contraintes du cadre scolaire et ils peuvent se permettre d'avoir des discours souvent un peu plus critiques. Et donc, voilà, on pourra revenir au moment des questions si vous voulez. Désolé d'avoir pris un peu plus de temps. Merci. On n'a pas de référent. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. En plus, et donc voilà, on voit ça à cet écran-là. Pour comment faire pour que ça soit là, que ça prenne. Je pense que c'est là. Et Sarah, vous pouvez peut-être faire un petit test son pour voir si on vous entend dans la salle. Bonjour. Merci pour ces deux communications. Je suis désolée, je suis un peu malade, donc ce n'est pas le son, c'est moi. On a juste le son de l'ordi. Allez-y, allez-y. Emmanuel, est-ce que tu es là? L'autre discussion. Oui, je vous entends, mais par contre, on entend très mal ce qui se dit dans la salle, parce que Oui. vous êtes éloigné de l'ordinateur, là. Ça, c'est pour l'enregistrement. Ça, c'est pour la salle. Normalement, là, vous entendez quelque chose, hein? Oui, là, c'est mieux, Jean-Philippe. Ouais. Ok, ça marche. Voilà, donc là, c'est pour la visio. Donc là, je ne sais pas qui commence, si c'est Emmanuel ou Sarah, mais vous pouvez y aller. Qu'est-ce que tu veux faire quoi? Bon, j'y vais alors. Bonjour, merci à vous quatre pour ces communications très, très, très intéressantes qui me fait réfléchir surtout sur le rôle dans l'engagement écologique des étudiants dans ces écoles différentes et le rôle dans les carrières de ces étudiants, que ce soit l'engagement ou le non-engagement et que ce soit un obstacle ou un levier pour leur carrière future. Vous m'entendez bien, ça va? Ok. Donc, ce rôle de l'engagement politique ou l'engagement écologique, on va dire ça comme ça, comme levier ou obstacle aux carrières, je me demande, pour les deux communications, dans quelle mesure en fait, l'engagement est instrumentalisé de façon un peu individualiste pour aider la personne, l'étudiant dans son parcours futur et que ce n'est pas vraiment des actes, un engagement authentique vraiment pour l'écologie. Parce que si dans le passé, pour Erwan, l'engagement dans le développement durable, c'est c'était un engagement plutôt soft, hein, pas très controversé, ça fait pas de vagues par rapport à d'autres engagements, c'est gentil, quoi. Enfin, c'est ce qu'on disait avant, et que, bon, bien sûr, il a toujours eu des engagements plus radicaux, mais est-ce que au fil du temps, surtout plus récemment, avec le changement des profils, les actes collectifs plus radicaux, est-ce que ça risque de changer un peu l'image de marque, hein, désolée de parler comme ça, de l'engagement écologique? Et par rapport à ce que vous avez dit, Philippe, Cyprien et Eline, je suis frappée par les décalages, j'aime beaucoup vos chiffres, etc. Je suis frappée entre les décalages entre ceux qui disent oui, on est engagé, que ce soit réformiste ou plus radical, et ceux qui, finalement, qui disent bon, ben non, en fait, on s'engage pas individuellement ou collectivement. Et donc, vous avez parlé d'argent ou de temps, mais une autre possibilité, c'est que j'ai vu dans mes entretiens, c'est que
est-ce que c'est une raison ou pas? C'est une justification peut-être. C'est de dire que ça sert à rien parce que le problème est tellement grand, tellement urgent, ça sert à rien ce qu'on fait. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on est engagé écologiquement si on ne fait pas des actes soi-même, on n'essaie pas d'avoir un impact sur les autres? Mais aussi, c'est le non-engagement aussi collectif par rapport aux carrières. C'est que, par exemple, dans les deux communications, vous avez évoqué que ça peut aider sa carrière. Moi, j'ai fait des entretiens où ils ont dit, si je me fais arrêter, je ne peux plus être ingénieur et développer des produits écologiques, ou je vais être professeur. Après, ça va m'empêcher. Mais moi, j'ai ressenti que c'était une sorte d'auto-justification par rapport à soi-même et par aux autres, de ne pas s'engager dans les actes plus radicaux qui sont dangereux, qui font peur. Et comme vous avez Roger Hallam d'Extinction Rebellion, qui encourage de plus en plus de jeunes de faire des actes radicaux qui peuvent nuire à leur santé physique et mentale et leur carrière et tout le reste. Et donc, ce qui me semble, surtout dans une école en agro, comment expliquer le non-engagement? Et dans vos deux présentations, ce qui me frappe le plus, c'est le non-engagement. Pourquoi ne pas s'engager quand vous avez des phénomènes de groupe, d'école, de promo? Pourquoi ils ne participent pas? Si vous avez des réponses, je veux bien. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Les différences entre... Ah oui, et la dernière question, c'est que est-ce qu'ils considèrent que l'engagement écologique est un acte politique? Et est-ce que vous avez parlé de participation politique, et est-ce qu'ils considèrent que c'est donc un acte politique, et est-ce qu'ils considèrent que c'est la protestation? C'est tout. Merci beaucoup, beaucoup. J'arrête là. Je m'arrête là. Peut-être que j'enchaîne de mon côté pour que vous puissiez répondre à l'ensemble, non? Vas-y, Emmanuel, comme ça, après, on redonne la parole aux intervenants. D'accord. Merci également à tous pour ces contributions. Alors moi, j'aurais peut-être quelques questions ou demandes de précision sur les deux interventions, et puis quelques questions communes. Pour ce qui est de Philippe, Lynn et Cyprien qui sont intervenus en premier. Moi, je me demandais dans quelle mesure, le sentiment que j'ai eu à votre présentation, c'est qu'en fait, ce que vous avez fait vient combler en fait un manque de données existantes sur la composition finalement un peu sociologique aussi des étudiants des écoles d'agro. Donc, je voulais savoir si vous pouviez confirmer ça, ou si vous avez d'autres données sur cette composition sociologique auxquelles vous pourriez éventuellement le comparer, puisque finalement, la méthode et les questions que vous avez fait ressortir du questionnaire semble montrer qu'on est dans qu'on a, grâce à cette enquête, un certain nombre d'informations qui permettent de caractériser le public de ces écoles, mais sans forcément toujours savoir ce que parce que c'est difficile de le récupérer par un questionnaire de ce type-là, de savoir ce qu'ils peuvent mettre derrière la notion d'environnement. Et une question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on pourrait pas faire l'hypothèse que les engagements et la sensibilité qui sont exprimés par les élèves sont peut-être pas les mêmes selon les écoles et les territoires dans lesquels se situent les écoles, selon qu'on parle aussi qu'ils ont en tête à travers leur spécialité et leur centre d'intérêt dans leur parcours de formation, selon qu'ils ont des préoccupations qui sont davantage évidemment sur les questions d'alimentation, d'aménagement du territoire, ou selon qui mettent aussi derrière les engagements plus généraux, des questions peut-être plus éloignées en fait de leur formation professionnelle autour des pollutions industrielles, ou en tout cas pouvant leur apparaître plus loin dans la pratique à laquelle ils se forment quotidiennement. Et donc finalement, en quelque sorte, comment est-ce qu'on arrive à définir un engagement qui est qui est dans une
une définition qui est pas seulement basée sur les valeurs exprimées, mais aussi sur les pratiques qui sont les leurs en quelque sorte, et quelle est la part du questionnaire qui est exploitable comme ça et qui pourrait éventuellement le prolonger. Pour tout vous dire, moi j'aurais comme une envie à la suite du questionnaire comme ça, d'avoir une série de monographies d'écoles. Parce que on est sur les questions environnementales très souvent dans des problématiques qui ont aussi des dimensions locales, hein, liées au développement économique, liées à l'offre locale d'associations environnementales, liées au type de mobilité qu'ont fait les étudiants sur le territoire concerné. Et peut-être que ça serait une manière de prolonger ce travail-là. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir votre sentiment par rapport à ça. Sur l'intervention d'Erwan, alors là, moi, j'ai bien, comment dire, entendu votre présentation après avoir lu les différents éléments qui avaient été donnés à la lecture avant. Et moi, une question que je me suis posée sur l'association DDX, c'est finalement pourquoi est-ce qu'elle est marginale par rapport aux autres associations de l'école et en même temps, elle semble centrale puisque j'ai compris qu'il y a aussi d'autres associations qui interviennent sur l'environnement. Comment est-ce qu'on peut la positionner et comment est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on le voit par rapport au budget, au nombre de membres, au fait qu'elle est plus ou moins accompagnée et valorisée par l'école elle-même? Ça c'est quelque chose qui m'a interrogé. Ce qui m'a aussi intéressé, c'est que bon, les enquêtés semblent avoir avoir en commun d'avoir un rapport relativement individualisant à l'écologie. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve un peu dans les deux communications. Et la question qu'on se pose. La question qu'on se pose est de savoir si l'inscription justement dans ces associations a changé la donne. Et ça pourrait peut-être être intéressant pour ça de se focaliser sur certains aspects du parcours. Je pense notamment à ce que vous évoquez comme étant et qui a été évoqué par les enquêtés comme étant un moment de prise de conscience. Pour voir finalement si c'est une rupture de valeur qui s'opère pour eux ou si c'est une rupture de pratique, qui est simplement le fait de rompre avec sa ville d'origine, d'intégrer une école qui est très cadrée et de se retrouver avec ce passage à Paris dans une période aussi de la vie qui permet de se poser les questions un peu autrement, justement peut-être détaché de la manière dont la famille le problématisait auparavant. Je ne sais pas si du coup on peut faire ressortir ça de ces entretiens biographiques. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand même quand on regarde un peu les types d'engagement des élèves dans des écoles globalement, c'est-à-dire dans là on retrouve quelque chose où on peut se demander si finalement on n'a pas affaire à une proposition en fait qui ressemble à une sorte de BDE sur les questions environnementales qui finalement a pour objectif justement de créer aussi des débouchés, des réseaux. C'est ce que vous sous-entendez à un moment donné dans le papier mais sur l'éventuelle porte de sortie, de relations qu'on peut avoir avec des ONG, avec des think tanks, etc. Et je pose cette question parce que c'est toujours intéressant de savoir si les engagements sur lesquels vous allez travailler d'un côté comme de l'autre, c'est des engagements que vous considérez du point de vue des étudiants qui s'engagent sur une cause, ou si c'est plutôt des engagements associatifs, c'est-à-dire au titre de la structure ou de leurs implications, pour voir en retour comment elle vient questionner leur parcours scolaire ou leur parcours dans les écoles. Et ça, c'est peut-être la partie des questions communes, c'est-à-dire comment caractériser finalement ce que sont la culture de ces écoles, que ça soit à l'IX ou dans les écoles d'agro, pour arriver à sortir peut-être un peu
des approches individuelles, puisque c'est un peu ce que disait Sarah tout à l'heure. Là, on a l'impression qu'on a quand même affaire à une notion d'engagement qui est principalement définie comme une plus-value personnelle, éventuellement connectée justement avec une valeur métier ou une valeur débouchée professionnelle, mais on voit pas forcément toujours la question finalement du rapport à la politique, hein, ou à la politisation, ou en tout cas on est sur une notion de politisation qui évacue la question de la conflictualité, et on est toujours dans cet enjeu d'arriver à comprendre si cette conflictualité elle est évitée à cause des caractéristiques sociologiques des personnes, qui fait qu'elles sont plutôt dans une forme de recherche de consensus lié à la manière dont fonctionne la vie de l'école, ou si on a un évitement du conflit parce qu'il est aussi un peu organisé de cette manière-là par les écoles qui légitiment tels engagements et délégitiment tels autres. Donc c'est en tout cas une question que je me suis posée par rapport à vos deux interventions, et finalement la question un peu plus générale qui concerne tout le monde, c'est est-ce que vous considérez que les enjeux environnementaux aujourd'hui, c'est un espace dans lequel se joue autre chose que dans les autres types d'engagements qu'il peut y avoir au sein des écoles que vous avez étudiées, et est-ce qu'il y a des spécificités de ce point de vue-là en matière d'engagement? Voilà un peu ce que je m'étais noté, mis de côté en vous écoutant, mais merci en tout cas pour vos contributions. Merci à vous deux. La parole aux intervenants. Je rajoute juste une petite question. Est-ce que vous avez aussi travaillé avec l'Association nationale Ingénieurs sans frontières? Comme vous voulez. On commence. Allez, on commence. Merci beaucoup à Sarah et Emmanuel de nous avoir écoutés avec attention et pour ces questions. Alors, peut-être, moi j'ai un point en réponse à la question de Sarah sur un peu ce qui fait les spécificités, et puis aussi les contrastes entre étudiants. Il me semblait que ce qu'on pouvait retrouver, deux micros à la fois, ok. Ce qu'on pouvait retrouver un peu en filigrane à travers les résultats du questionnaire, et qui sont un contraste interne, c'est-à-dire pas juste le côté convergence unanimiste du questionnaire, mais c'est les contrastes qui ressortent à l'intérieur parmi les répondants. J'avais l'impression de retrouver un peu ce qui ressortait du fameux chapitre 2 du livre dirigé par Bertrand Gey sur la protestation étudiante lors du CPE, et de voir un peu ressortir le contraste entre des étudiants qui sont plutôt poussés dans leurs études par une logique scolaire, voilà, d'enchaînement de filières, et qui sont un peu plus tournés aussi vers une reproduction sociale plus ouverte au public ou à l'associatif, et puis des étudiants dont le mandat de reproduction sociale compte davantage sur le secteur privé. Et je pense que c'est une polarisation forte qui ressortait notamment à travers la part importante dans le troisième groupe de la typologie des étudiants qui avaient des liens forts familiaux avec le monde agricole, et qui peut être une façon de rendre compte de la part et des facteurs de non-engagement au sein des écoles d'agronomie. C'est que l'engagement écologique va être plus facile, en tout cas peut-être surtout en première année, là où était notre échantillon, pour les étudiants les plus, on va dire, les plus désentravés de liens avec les entreprises et du monde agricole tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est une façon de répondre à la question un élément pour répondre à la question de Sarah Picard sur le non-engagement, la part de non-engagement en école d'agro.
Et maintenant, un peu sur ce qu'évoquait Emmanuel Porte sur les effets de la rupture avec le contexte familial et leurs répercussions sur la possibilité d'engagement étudiant. Alors, sans savoir complètement à quel point ça joue dans notre enquête, puisque je pense, comme tu disais, c'est sans doute très différent selon les configurations des écoles, entre Vet AgroSup avec son campus qui est à 10 km, complètement enfermé, à 10 km d'une école, enfin à 10 km de Clermont-Ferrand, d'une ville moyenne, et puis d'autres écoles qui sont dans des configurations urbaines très différentes. L'expérience de la vie étudiante est sans doute pas du tout la même. Mais je pense qu'il y a un facteur qui peut être un peu commun, c'est en fait, ça me fait penser à une citation qui date d'un siècle de Trotsky, qui s'interrogeait sur les facteurs qui favorisaient le ralliement au socialisme des étudiants et qui disait que ce qui les rendait particulièrement accessibles aux beautés des théories socialistes, c'était le fait qu'ils étaient dans une situation de suspension sociale, tenus à distance des nécessités matérielles immédiates, à distance de leur famille aussi, et que c'est ça qui n'est pas des questions de beefsteak ou d'intérêt, puisque justement on les a tenus, ils sont dans une situation qui les tient à distance d'intérêts circonscrits et déterminés. C'est ça qui leur donne une disponibilité particulière pour, chez Trotsky, le socialisme. Aujourd'hui, je pense l'assimilation d'une sorte de corpus critique à base d'écologie, qui est à la fois en continuité avec la formation scolaire et en même temps qui, on va dire, en fait éclater les contradictions à un moment où le contenu de certaines de formation en sciences naturelles, c'est en partie la destruction du vivant, l'apocalypse climatique, etc. Donc voilà, 2 éléments de réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Je crois qu'il faut changer pour être avec les 2 micros. Ouais, allez, on permute. Je peux ajouter quelque chose sur ce que vient de dire Cyprien sur la différence de réponse entre les écoles. On observe déjà dans les réponses du questionnaire, notamment sur leur position face à la notion de transition écologique, même si ce n'était pas extrêmement bien défini, des différences entre les réponses des différentes écoles. Par exemple, Vet AgroSup ne répond pas à la même chose que l'Institut Agro Rennes-Angers. Et la répartition des répondants dans les différents groupes est aussi assez différente entre les écoles. Donc, effectivement, il y aurait quelque chose à creuser là-dessus. D'autre part, notre travail, il est aussi largement à destination de ces écoles. Et donc, effectivement, le but, c'est qu'il y ait ensuite des recherches plus approfondies sur chaque campus pour étudier davantage comment envisagent les étudiants, comment les étudiants envisagent la notion de transition écologique, qu'est-ce que c'est exactement pour eux, qu'est-ce qu'il y a derrière, et peut-être creuser aussi les questions des engagements. Et sur la question de est-ce que l'engagement associatif environnemental dans les écoles d'agro est vraiment un engagement, ça, je pense que c'est une question un petit peu compliquée parce qu'effectivement, les associations étudiantes qui traitent d'environnement en général font partie du corpus des associations des écoles et donc à ce titre sont valorisées par l'administration comme engagement associatif indispensable en école d'ingénieur. Et donc, il y a sûrement une part il ne faut pas oublier cette part dans l'engagement des étudiants qui rentrent dans ces associations. Par contre, je pense qu'on peut différencier peut-être certaines catégories d'étudiants qui s'engagent pour le coup dans des associations extérieures aux écoles, comme dans Extinction Rébellion ou des manifestations, ou peu importe, et qui pour le coup font preuve d'un engagement plus fort et plus radical, et notamment ceux qui se mettent en opposition aux administrations. Par exemple, le discours d'AgroParisTech qui propose aux étudiants de se poser des questions et de déserter les chemins qui leur sont tout tracés. Et là, je pense que c'est peut-être un engagement plus fort, mais qui passe pas forcément du coup par les associations environnementales de campus. Ouais. Alors, si vous me permettez, je vais compléter aussi. Merci Lynn. Comme ça, on aura fini avec le tour de Cyprien, Lynn et Philippe.
Moi, j'aurais dit, alors du côté de tous les deux, finalement, vous posez la question de l'engagement, et ce qui est tout à fait normal, évidemment, ici. Moi, j'aurais dit quelque chose autour de ces étudiants. Ils sont engagés presque malgré eux, parce qu'ils ne se sont jamais posé la question de l'engagement. On leur a jamais posé non plus, mais de fait, en ce moment, il y a une tendance à l'engagement des ingénieurs. Et j'ai remarqué dans l'étude des collègues de quantité critique qui ont travaillé sur les marches sur le climat, les ingénieurs représentent quand même 20% des réponses des enquêtés, des participants, hein, qui soient encore en classe prépa, 10%, ou déjà en école d'ingénieur, 10%. Donc c'est beaucoup. Et de ce que je vois aussi en tant qu'enseignant-chercheur dans une école d'agro, c'est que pour eux, l'engagement, c'est en rupture totale avec ce qu'on leur a enseigné jusqu'à présent. Et la science est neutre. La science n'est pas engagée. La science, c'est quelque chose qui vole au-dessus de nous. Enfin, vous savez, on a tous étudié ça, sciences humaines et sociales, et c'est mon boulot de sociologue là-bas, justement, de dire, j'ai je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise pour eux, mais la science n'est pas neutre. Et donc, c'est pour ça que je dirais un engagement malgré eux, parce qu'ils sont les détenteurs de cette science, de cette expertise, et puis ils ont une position assez prestigieuse, peu importe, mais de pouvoir. Donc, leur choix va avoir un impact fort. Donc, ils vont devoir se poser cette question de l'engagement. Le deuxième point que je voulais dire sur les définitions de l'environnement et de la transition, la question que vous avez proposée, Emmanuel, effectivement, il faudrait approfondir ça. On est parti du postulat qu'ils avaient une formation commune, ils avaient une origine sociale commune, ils avaient une orientation professionnelle commune, donc ils partageaient sans doute une définition commune de environnement, transition, écologie. Bien entendu, ça peut être contestable, mais on n'a pas fait le choix d'aller dans le détail. On l'a fait par la suite, mais on n'a pas eu l'occasion d'approfondir, de faire des entretiens assez corrects pour aborder ça. J'avais autre chose, vous me demandiez aussi si derrière les enjeux environnementaux se joue autre chose. Oui, évidemment, il y a ce que je vous ai dit sur le rapport à la science comme engagé. Mais j'ai pas fini moi aussi de comprendre ce qui se jouait, notamment derrière la place des jeunes aussi. Ce qu'on voit derrière ces marches pour le climat, c'est aussi l'appropriation finalement d'une thématique a priori apolitique. En tout cas, l'environnement a déjà joué le rôle d'une thématique apolitique ou soi-disant apolitique, et justement dans laquelle des formes d'engagement, des formes de positionnement politique qu'on avait du mal à exprimer par ailleurs, pouvaient se faire entendre. Je pense que pour les ingénieurs, c'est peut-être difficile aussi de s'engager dans des réseaux plus marqués politiquement. Alors que faire une marche pour le climat, il y a encore ce potentiel que c'est encore apolitique et que c'est une nécessité qui va de soi, qui n'implique pas un engagement social, C'est un peu... C'est pas très clair ce que je dis, mais ça reflète le fait que ce soit des questionnements qu'on est en train de se poser. Merci. Puis je laisse la parole à notre autre intervenant. Alors du coup, merci beaucoup Sarah et Emmanuel pour vos remarques et pour vos questions. Moi, je vais revenir un peu sur la question de si c'est un engagement authentique que Sarah posait. Alors, je pense que c'est important d'aborder la question des rétributions dans tout type de militantisme. Cependant, c'est pas quelque chose qui vient remettre en cause nécessairement le côté sincère de leur engagement ou autre. En fait, on voit bien plutôt que c'est des personnes et des étudiants qui sont qui ont des dispositions profondément intériorisées, des dispositions réformistes profondément intériorisées, et le fait que cet engagement génère des rétributions alors plus ou moins fortes, hein, parce qu'en fait dans l'association interne, donc dans le DDX interne à Polytechnique, c'est quand même des rétributions qui restent assez limitées, hein. Pour ce qui est du cas du collectif, donc inter-école, là, on est sur des types de rétributions quand même beaucoup plus
beaucoup plus importantes. Voilà, ils ont participé par exemple à la commission Jouzel, dont vous avez parlé en introduction. Ils fréquentent les milieux scientifiques assez régulièrement, ou le milieu d'experts aussi assez régulièrement. Ils sont invités aux journées du Shift Project. Donc voilà, on est sur deux types de rétribution aussi. Et bon, il faut quand même relativiser un peu l'idée de forte rétribution dans l'engagement de l'association interne à Polytechnique. Par contre, cet asso constitue un peu un marchepied pour passer à l'échelle au-dessus. Voilà, pour les plus engagés, ceux qui tiennent l'année, ceux qui font partie du bureau, on en retrouve quand même beaucoup dans d'autres types d'engagements qui vont être encore plus générateurs de ressources professionnellement valorisables. Alors après, sur la question de pourquoi ne pas s'engager plus radicalement, bon, bah, comme on a dit, il y a les dispositions réformistes. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut renvoyer au papier, parce qu'on se rapproche en fait beaucoup de ce que Jean-Baptiste Comby décrit dans son dernier papier, dans Actes de la recherche en sciences sociales, sur les taux pondérateurs. On est un peu dans une moindre mesure, mais on a quelque chose de cet ordre, un peu moins marqué quand même, mais qui reste assez similaire. Et on a quand même un milieu scolaire, surtout à Polytechnique, qui est très hostile en fait aux formes radicales de contestation. En plus, c'est une école militaire, donc il y a un peu la menace du devoir de réserve qui plane sur les étudiants, sans que personne ne sache vraiment si c'est vraiment quelque chose d'applicable ou pas. Mais voilà, tous les étudiants interrogés en parlaient sur le fait que c'est difficile de prendre la parole en tant que X. Donc, on est vraiment sur un cadre scolaire. Donc, on a les dispositions d'un côté, voilà, qui poussent les étudiants à ne pas investir des formes trop radicales d'engagement, mais on a aussi le cadre scolaire qui les limite encore dans leur engagement, et même pour les plus radicaux. J'avais travaillé sur le collectif de mobilisation contre l'implantation de Total à Polytechnique, qui mobilise des étudiants aux profils sociaux assez différents, en fait. Et qui même eux, voilà, dans la première réunion d'information qui visait les étudiants, expliquaient que le but de leur opération n'était pas de remettre en cause les liens entre Total et leur école, mais que c'était vraiment l'implantation d'un bâtiment au cœur du campus qui posait problème, et non pas les partenariats entre l'école et l'entreprise. Donc, alors que eux-mêmes en privé, en fait, en entretien, expliquent qu'à titre personnel, ils sont plutôt contre, mais ils ne peuvent pas vraiment l'exprimer en tant que tel. Pour revenir un peu sur l'association du DDX, alors comment on peut dire qu'elle est marginale? Ouais. Ok, bah, je vais conclure assez rapidement alors, mais bon, peut-être, ouais, pour conclure, je vais peut-être plutôt revenir sur la question des conflictualités. Et en fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut prendre leur engagement dans deux cadres différents. En fait, si on prend leur engagement dans le cadre scolaire uniquement, c'est quand même des formes assez politisantes d'engagement, tant en fait le cadre de ces écoles est peu propice quand même à toute conflictualisation ou à vraiment toute forme de rapport conflictuel avec l'administration. Mais c'est sûr que pris dans l'espace des mouvements sociaux, on est quand même sur des mouvements qui sont pour le coup très dépolitisants et qui restent très institutionnels et qui font peu de vagues. Donc voilà.